Vraiment la bienvenue, très sincèrement, pour ce séminaire. Donc la deuxième séance d'un séminaire sur chercheurs et féministes. Je disais donc que Raoul a choisi l'entrée par les professions et qu'aujourd'hui on aborde la question de la psychiatrie, donc du champ de la psychiatrie, et que c'est un métier très engageant et très engagé. Comme je me répète, j'ai vraiment l'impression de faire du théâtre là. Donc vraiment merci pour nous faire part de vos expériences du métier et d'être femme dans ce métier à l'époque où vous avez commencé, enfin à la période où vous avez commencé, les évolutions éventuelles. Voilà, c'est Madame Ahmed Belhaj, vous allez nous parler de votre parcours, Lynn Rachem également, et puis Madame Fatma Shafir va réagir à vos deux interventions, je crois. Donc merci aussi au public d'être là. Et comme c'est un séminaire, c'est plus une conversation que réellement un public et des présentations. Donc sentez-vous libre dans ce cadre, et je vous remercie encore. Peut-être là, tu devrais pour le public. Oui, merci Katia pour cette introduction. Merci à toutes nos invités d'avoir accepté de partager leur expérience et de témoigner sur leur carrière et leur monde de psychiatre, du monde médical, de la psychiatrie, etc. Alors, il s'agit de la 10e séance du séminaire chercheurs et féministes, engagement au pluriel et production scientifique. Alors ce séminaire prend appui sur l'ancienneté et la force du mouvement féministe tunisien, qui a une histoire de plusieurs décennies. L'objectif de ce séminaire, c'est essentiellement d'examiner le rapport entre l'engagement des chercheurs ou de chercheuses et la production du savoir scientifique, et en quoi et comment ils se nourrissent réciproquement. Nous invitons des féministes et des femmes universitaires et des chercheurs dans les différentes spécialités à partager leur expérience académique, militante et scientifique. Nous vous incitons à réfléchir à partir de vos disciplines. Et il y aura d'autres aussi chercheuses qui vont parler, que ce soit dans l'histoire, la sociologie, les sciences juridiques, la psychologie aussi, etc. Et de parler à partir de leur discipline sur l'évolution de la recherche en sciences humaines et sociales en Tunisie comme au Maghreb. Alors l'ambition de ce séminaire est de développer une réflexion autour de la production scientifique portant sur les femmes et ou sur le genre dans les différents champs de recherche du contexte maghrébin en articulant récits des chercheuses et publications scientifiques. En premier lieu, nous envisageons le premier volet dans lequel on est dans la deuxième séance, il porte sur les subjectivités des chercheuses. Nous aimerons nous attarder sur vos subjectivités et nous allons vous demander de revenir sur vos contributions, de lutter contre les inégalités, les discriminations, les violences sexistes, etc. et ou l'invisibilité des femmes en termes de droits économiques, sociaux et politiques. Nous voudrions aussi discuter autour des formes de résistance personnelle, professionnelle ou conceptuelle auxquelles vous avez pu faire face. Alors le deuxième volet, je pense qu'on va l'entamer plus tard, fin de ce premier cycle de témoignages. Il porte sur une publication, une réflexion autour de cette question de la production scientifique sur les femmes, sur le féminisme, les concepts et les thématiques de recherche de différentes élaborées en Tunisie comme au Maghreb,
de différentes disciplines et de l'interdisciplinarité autour de cette question de la cause féminine ou d'égalité, etc. Et je pense que ça engage, à mon avis, toutes les disciplines de sciences humaines et sociales et autres confondues. Alors, on a l'honneur d'accueillir Ahmed Belhaj, qui est psychiatre, professeur à la faculté de médecine de Tunis, chef de service à l'hôpital Mogisli, et les féministes de gauche, membre et ex-présidente de l'Association tunisienne des femmes démocrates, où elle a milité contre les violences faites aux femmes, pour les droits sexuels et reproductifs et contre toutes les formes de discrimination. Elle est également syndicaliste au sein de l'UGTP. Rim Rachel, qui est aussi militante, moins visible peut-être, mais féministe. Au quotidien. Hein? Au quotidien. Au quotidien, c'est une forme aussi. Je suis militante. Spécialiste de la médecine d'épidémiologie et de la psychopathologie cognitive et diplômée en thérapie interpersonnelle. Elle était chef de service, chef de département, membre du Conseil national de l'Ordre des médecins, membre du Conseil national d'éthique médicale, etc. Et Fatma Chafi aussi, elle est pédopsychiatre à l'hôpital hospitalo-universitaire au service de psychiatrie de l'hôpital Mogisli. Pédopsychiatrie, avec D'accord. Avec un psychiatre propre, la pédopsychiatre. Pédopsychiatre. Oui. Il y a un petit nuance et à vous la parole, voilà, de parler de ces nuances, entre autres, et vos expériences. Avant de passer la parole, Akmal, si vous voulez ajouter quelque chose. Tu as tout dit. Je suis très contente de vous entendre, car tu as tout dit. Je m'étais omitée. Mais, donc, merci pour l'invitation et merci pour l'initiative. Effectivement, donc c'est un sujet vraiment intéressant pour moi, féministe, et à la fois donc hospitalo-universitaire, c'est vraiment très important parce que c'était toujours quelque chose de difficile de dresser une passerelle entre mon monde de féministe et mon monde au quotidien de médecin hospitalo-universitaire. Et ce clivage entre les deux mondes me dérangeait beaucoup et c'était un défi effectivement de ramener les deux mondes et de créer des passerelles. Voilà, donc pour parler de ce que vous venez de me proposer, qui est un champ, ce sera peut-être à la fois un peu chronologique, un peu pour l'historienne certainement. Ça nous intéresse beaucoup. Donc voilà, mais articulé autour de 3 points. Donc ce que je viens de dire, créer les passerelles donc, entre l'engagement féministe et la vocation universitaire, ça c'est vrai. Mener des recherches avec une approche féministe, est-il possible? Est-ce que c'est possible aujourd'hui de considérer qu'avoir une approche féministe en menant des recherches est quelque chose de scientifiquement valable? C'est pas si évident que ça. Voilà, donc, mais sinon, je reviendrai au commencement. Donc, la TFD, l'Association tunisienne des femmes démocrates, moi j'ai adhéré à l'Association tunisienne des femmes démocrates en 89, c'est à sa création. J'étais dans des groupes féministes à la fac avant, mais j'ai adhéré à la TFD dès sa création en 89. Et dès la création de la TFD, on s'est très rapidement intéressé à la violence faite aux femmes. Et quand on a commencé à travailler sur les violences faites aux femmes, non seulement on a trouvé que les institutions ne connaissaient rien de la violence, mais on a trouvé que les écrits et les connaissances sur la violence faite aux femmes étaient absentes, totalement absentes. Il n'y avait pas d'écrit sur la réalité de cette question en Tunisie. On a dit, voilà, c'est une mission. Il y avait plusieurs universitaires à l'association et au sein du mouvement féministe d'une manière générale, et chacune essaie de son côté de voir qu'est-ce que
qu'est-ce qu'il faudrait faire. Donc dans ce cadre, on est parti voir, je me rappelle, Déligé, qui était ministre de la Santé, et on lui a parlé à la fois des conditions d'accueil des femmes victimes de violences dans les urgences, mais surtout on lui a dit, nous on a besoin de statistiques, on a besoin de données, on a besoin de connaître qu'est-ce qui se passe dans les urgences, qu'est-ce qui se passe dans les services hospitaliers, qu'est-ce qui se passe pour les femmes victimes de violences. Et il nous a non seulement accordé la possibilité de mener un travail là-dessus, mais carrément il a fait une circulaire où il a dit que toutes les institutions de soins étaient ouvertes pour l'Association tunisienne des femmes démocrates pour mener les recherches qu'on voulait. Moi et une collègue, donc c'est Séné Jlassi, on était résidente, jeune résidente en psychiatrie. Elle est psychiatre. Elle n'a pas beaucoup travaillé. Il y avait une opposition entre pédo et psychiatrie à l'époque. D'accord. Psychiatrie. Donc elle s'appelle Séné Jlassi. Donc Séné s'est chargée de l'hôpital Labda et moi je me suis chargée de l'hôpital Chanicol pour mener les premières recherches aux urgences d'un service médical pour voilà, étudier la question, au moins dresser un profil, qui vient, quand est-ce qu'elles viennent, pourquoi elles viennent, qui est l'agresseur, quel âge, on n'avait aucune donnée de la... C'était quelle année? C'était 92. C'était 91-92. Moi, pour des raisons, donc j'ai terminé le travail de terrain et je suis partie en France. Et c'est Silège Mizoret pour le dire. Donc mon patron à l'époque a fait la saisie des données et il a publié ce premier travail donc, sur la violence conjugale et puis complété par un deuxième travail, donc la violence dans les centres de soins de santé de base. Voilà, donc ça c'était le féminisme qui m'a poussée vers une recherche sur la question parce qu'on en avait besoin. Ce n'était pas uniquement un intérêt scientifique, mais quand j'ai commencé à en parler, mais tout le monde me regardait mais dans le monde médical, mais de quoi tu parles? C'était en 91, 92, c'est ça, 92 peut-être, 91, 92. Donc la question n'était pas encore, même la déclaration mondiale sur la violence faite aux femmes, la déclaration date de 93. Donc même sur le plan international, le mouvement féministe international commençait à peine à s'intéresser à la question et nous, féministes tunisiennes, on était dedans. Et d'ailleurs, on a participé à toutes ces conférences, mais on avait besoin de la recherche pour étayer nos propos, puisque quand on a commencé à en parler, ils nous ont dit non, le problème n'existe pas en Tunisie. Ça concerne les autres pays et la société arabo-musulmane nous protège. Et on a passé une dizaine d'années à militer pour que ce soit reconnu comme un phénomène existant. Donc voilà, ça c'était ma première... mon premier pôle d'intérêt à la fois féministe et en tant que psychiatre qui s'intéresse à l'impact de la violence. Donc on a fait certes le profil sociodémographique, mais on a fait également une étude médicale sur les conséquences sur la santé physique et sur la santé mentale des femmes, sur les documents donnés aux femmes de CMI, le certificat médical initial. Voilà, donc sinon, le deuxième moment, c'était quand j'ai voulu choisir le sujet de ma thèse. Et là, c'était aussi un moment important. C'était une période où on s'intéressait beaucoup à la sexualité des femmes. Bon, c'est toujours un sujet d'intérêt pour les féministes, le choix de disposer de son corps est bien le mot d'ordre le plus marquant dans l'histoire du féminisme, et puis le contrôle du corps des femmes, le contrôle de la sexualité des femmes, qui sont toujours ancrés dans le système patriarcal. C'est le mode d'exercice du patriarcat, passe par le contrôle donc, du corps des femmes. Et là, justement, c'est à ce moment-là, j'étais avec un autre chef de service, donc mon
4 ans à l'époque, c'était le Dr Hafez qui s'intéressait beaucoup à la... il a fait de la sexologie, il était intéressé par la question, et donc lors d'une discussion, et c'était le comportement sexuel des femmes en Tunisie, c'est comme ça que j'ai choisi de faire une enquête sur le comportement sexuel des femmes en Tunisie. Dans le monde psychiatrique, ça n'a pas posé de questions, franchement, c'était, oui, un sujet intéressant, et puis la sexualité, ça va de soi, ça coule de source dans le monde des psychiatres, c'est quelque chose de fondamental, et qui structure plein de choses autour, ce n'est pas les psychiatres qui viendront dire le contraire, mais par contre, quand j'ai déposé mon sujet de thèse, ça n'a pas été facile de convaincre, et si ce n'était pas la notoriété de Hafez à ce moment-là, je n'aurais pas pu avoir le sujet. Et une fois qu'elle s'est dit, qui me disait, mais en quoi ça concerne la médecine, ton sujet? Explique-moi en quoi ça concerne la médecine. Et donc, et c'était ça, et c'était cette discussion-là qui a quand même fait avancer pour moi les choses dans la réflexion. Voilà, comment amener, comment créer un monde où mes deux mondes se rencontrent et où chaque monde pourrait ajouter un plus à l'autre. Donc, malheureusement, cette thèse n'a jamais été publiée. J'ai pas eu le temps, moi, pour en faire un article, et la publication était prévue au centre de presse universitaire, et parce que c'était l'époque Ben Ali, j'avais très peur de ne pas pouvoir... Il a publié, il y a eu après moi une thèse sur la sexualité des hommes qui a été publiée, et la mienne, Hafez voulait qu'on la publie, moi j'étais très hésitante parce que j'avais peur de la censure, j'avais peur que le féminisme d'État l'emporte au féminisme militant, autonome dans cette thèse, et que c'est... Je sais pas, j'avais peur que l'approche ne soit pas portée par un livre public en Tunisie à ce moment-là, et donc ça n'a pas été fait. Je regrette que ça ne soit pas fait, même avec, je pense que ça aurait été bien que ce soit publié, même avec les résultats bruts, sans... Mais bon. Quelle année? C'était en 13, décembre 93, exactement. Donc sinon, voilà, il me reste 5 minutes. 5 minutes. Très rapidement, donc... amener au monde des féministes des données scientifiques et des données, c'était pour nous quelque chose de très important. Et c'est comme ça donc on a mené plusieurs recherches. Je citerai donc la première recherche, c'était sur les centres d'écoute des femmes victimes de violences, et ça c'était en 91. Ça a fait l'objet d'un livre, Alger, Casa, Tunis, Femmes unies contre la violence. Publié en 2001, je pense, publié. Mais on a commencé à l'écrire plutôt, c'est aux éditions Le Fennec au Maroc. Ça a été publié. Et à l'occasion, justement, en tant que psychologue et psychiatre au sein du centre, mais en tant qu'écoutante militante aussi, on a développé à ce moment-là l'idée que l'écoute des femmes, des victimes, ne peut pas être une écoute neutre et bienveillante, mais c'est une écoute solidaire, empathique, et puis plusieurs années après, je vois que les personnes qui travaillent sur la victimologie adoptent le terme pour dire c'est une écoute active ou une écoute positive qu'il faut adopter. Mais à ce moment-là, quand on m'a parlé d'une écoute solidaire, évidemment, ce n'était pas pris pour du scientifique, c'était des militantes engagées et pas des psys qui peuvent écouter différemment les victimes, parce que les victimes ont besoin d'être écoutées avec cet élan de sympathie. Une autre étude faite, je citerai, donc bon, il y a eu après quelques d'autres publications, Femmes et République, il y a eu assez où on a parlé, moi j'ai parlé plutôt du côté des droits sexuels et corporels, mais il y a eu la recherche à laquelle ont participé Khawla et Rib, donc c'est les études sur l'archive de la TFD, donc on avait un peu plus de
un bon archive des femmes victimes de violences. On avait dans les 4000 dossiers, on a pu exploiter 2000 dossiers, et donc Khawla a fait la partie sociologique et Rim a assuré la partie médicale et psychiatrique. Donc, et puis actuellement, on est en train de finaliser donc, une étude sur les trajectoires des femmes victimes de violences, les trajectoires de vie des femmes victimes de violences. Sinon, par rapport au monde, comment est-ce qu'on a pu transposer une approche féministe dans le monde médical? Je pense qu'il y a eu beaucoup d'efforts, et là, il y a eu plusieurs femmes. Je citerai Saïda Douki, je citerai Rajel Ben, je citerai donc mes amies ici présentes, mais aussi Anissa Bouraska qui a fait sa thèse de médecine sur la violence en 94, c'est ça? Un peu plus tard. Oui, elle est beaucoup. 2001. 12 juillet 2001. Oui. Donc un peu plus tard, oui. Donc il y a plusieurs femmes du monde de la psychiatrie qui se sont intéressées à la... Madame Douki, par exemple, elle avait une unité de recherche sur la santé mentale des femmes, et avec elle on a publié un article sur la violence Mental Health en 2001. Et Mental Health dans le monde musulman. Donc, et puis, jusqu'à maintenant, on essaye à chaque fois d'amener justement cette préoccupation permanente dans notre quotidien de psychiatre. Quand on fait un travail, il y a des données sexospécifiques qui doivent ressortir. Quand on fait une rencontre, il y a la question de santé mentale, de la santé mentale des femmes. Et peut-être je citerai un autre moment, donc juste après la révolution, un peu plus tard, peut-être 2014-2015, on s'est retrouvés toutes les trois avec deux autres copines pour écrire un livre sur la santé mentale des femmes en Tunisie. Le projet n'a jamais vu le jour, mais quand même on y a travaillé à un certain moment, puis après on a été prise par le quotidien, on est bousculé par la vie et par... Sinon, un dernier aspect, peut-être en tant qu'universitaire et féministe, je parlerai de l'enseignement aussi, parce que c'est un volet qui peut-être pas directement lié à la recherche, mais c'est un aspect de notre travail quotidien qui est très important. Et donc, il y a eu un grand effort ces dernières années pour qu'à la faculté de médecine, on introduise plusieurs cours sur les violences, par exemple, faites aux femmes, ou sur des questions spécifiques de la santé mentale des femmes. Donc c'est comme ça qu'il y a eu l'introduction d'un cours sur les violences faites aux femmes dans les DU de périnatalité et développement, introduction de 2 cours l'année dernière sur la violence dans le module de psychiatrie. Là, on a demain une réunion avec le doyen pour préparer un masterclass sur les violences, encore une fois, faites aux femmes et aux enfants. Et puis, il y a eu également un DU sur de victimologie où la question des violences faites aux femmes était particulièrement présente. Donc tout ça pour dire que l'effort à fournir reste entier, parce que je suis convaincue que la cause féministe gagnerait énormément à trouver assise dans le monde de la recherche, dans le monde universitaire, et c'est le seul moyen pour avoir des données tangibles et des arguments pour le plaidoyer pour l'égalité. Et en même temps, le monde des femmes gagnerait énormément à avoir ces données pour justement lui faciliter la tâche, pour qu'il soit un peu plus convaincant et pour mener le plaidoyer. Donc tout reste à faire, mais faut-il là aussi converger les efforts et travailler dans l'interdisciplinarité, comme vous l'avez dit, et dans le monde, quand même, ça bosse pas mal dans ce champ. Et il y a beaucoup, dans plusieurs secteurs, il y a des féministes qui interviennent parce que dans le milieu universitaire, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire quand la recherche. Mes collègues, certainement les amis, aborderont d'autres questions et on reviendra à certains aspects pour la discussion. Merci. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, Ariel. Donc,
Par rapport à Hlem, je n'ai pas du tout ce côté combatif. Les choses sont venues à moi de façon tout à fait naturelle et je vais être obligée de parler quand même de choses assez personnelles. J'ai été élevée dans un milieu très protecteur, j'ai jamais eu de problème étant petite. Et la première chose que j'ai vue à un moment donné, c'était une thèse sur l'infanticide, faite par Dr Mahjoub, et que mon père dirigeait. Et ça m'avait beaucoup étonnée, l'infanticide, ces enfants qu'on abandonne. Et cette thèse-là a été à l'origine de la loi sur l'avortement, qui a fait que la Tunisie a été quand même en avance et avant-gardiste par rapport à l'avortement pour les femmes qui ne désiraient pas, qui étaient libres d'utiliser leur corps. Exactement. Et beaucoup plus tard, donc là en 2019, étant au Comité national d'éthique médicale, on me demande de travailler sur la congélation des ovocytes. Et encore une fois, là, c'est venu vraiment à moi. Et je me suis plongée dans cette question de congélation des ovocytes. Et là encore, je trouve que actuellement en Tunisie, on est vraiment en train de régresser, vraiment d'être en arrière par rapport aux autres pays, puisque la France a voté sa loi sur la congélation en août 2021, c'est pas très loin, hein, avec beaucoup de résistance et il y a beaucoup d'a priori, parce qu'ils exigent beaucoup de choses, c'est-à-dire on ne peut congeler que si on a moins de 37 ans, il y a au niveau de l'âge, il y a vraiment beaucoup de cases à cocher pour pouvoir congeler. Et donc c'est deux événements qui me font dire que c'est venu à moi et que je trouve que nous devons nous battre pour la liberté de notre corps et pour pouvoir gérer notre vie logiquement. Et de là me vient tout de suite une autre image, et là je vais parler du personnel. Je me rappelle qu'en 1990, je venais d'avoir un petit garçon et j'étais en stage dans un service de médecine interne. Et c'est très dur en médecine d'être maman et d'être résidente. Et j'étais en pleine visite médicale avec les grands patrons et tout, et ma blouse est devenue toute rouge parce que j'avais un peu rouge et il y avait le lait qui était sorti. Donc c'était mon fils qui pleurait de l'autre côté, il était à pas très loin. Et donc c'était vraiment une scène très difficile à vivre. Et il y avait des gardes, il fallait faire des gardes, il fallait jongler, il fallait qu'on me l'amène pour... Donc ça c'était un moment aussi assez compliqué. Et en médecine c'est très dur de travailler dans un service et parfois c'est très dur d'annoncer à son chef de service qu'on est ensemble. C'est comme si on m'a annoncé qu'on était... Une trahison. C'est une trahison. Tu vas me quitter alors qu'on ne quitte pas, c'est 40 jours, 50 jours, et on était ensemble dans ces périodes assez compliquées. Et à chaque fois, donc, j'ai pas eu une dizaine d'enfants, mais j'en ai eu quand même 3. Et c'était difficile. Et il faudrait trouver une manière de jongler entre notre vie professionnelle et notre vie de maman, ce qui est assez compliqué au jour d'aujourd'hui. Et je vois que nos résidentes, même aujourd'hui, j'ai une nièce qui a un enfant de 10 mois et elle jongle vraiment entre sa position de maman et sa position de vouloir avoir une vie professionnelle et gravir les échelons universitaires et pouvoir travailler. Donc c'est à ces moments-là que j'essaye d'écrire, parce que j'écris parfois dans des journaux, j'écris dans des... pour essayer de défendre ces causes et de défendre ces médecins qui se battent et qui ont un véritable militantisme pour pouvoir graver les échelons dans leur vie. Donc, par ailleurs, comme je l'ai dit,
ça vient vers moi. J'ai fait plusieurs travaux sur le congé de maladie de longue durée. Et là aussi, encore une fois, les résultats étaient catastrophiques. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de femmes, mais pourquoi ces femmes étaient en congé? Parce qu'elles avaient un père à charge, un beau-père à charge, un enfant à charge, ou encore un mari à charge. Et dans Tunisie, il n'y a pas de structure pour prendre en charge les personnes à handicap lourd. Donc c'est toujours la femme qui est là, et elle sacrifie en général sa vie professionnelle, et elle n'a aucune récompense, ni familiale, ni... c'est un sacrifice qu'elle fait de manière vraiment totale. Et là encore, je trouve qu'on essaye d'en parler, on essaye de publier, on essaye de, dans le dialogue sociétal, on avait beaucoup parlé de ça. Enfin, c'est comme ça, avait repris toutes les communications qu'on avait fait sur la problématique féminine, les difficultés qu'elles peuvent rencontrer, le parcours d'une femme au cours de sa vie avec tous les entraves qu'elle trouve au niveau de la vie professionnelle, mais ça n'a pas beaucoup changé les choses. On a parlé aussi au niveau des enseignantes, on a demandé à ce que la retraite soit plus tôt parce que c'est un travail qui est très lourd. Être enseignant, c'est vraiment des heures où vous êtes vraiment prise par les enfants, et une enseignante en mauvais état de santé mentale est une catastrophe pour l'avenir de nos enfants. Donc on a essayé aussi à ce niveau-là de dire au pouvoir et à l'État qu'il fallait absolument trouver des solutions, faire des horaires moins importants, au niveau de tous les enseignants, aussi bien scolaires, universitaires, et qu'il fallait trouver des solutions. Bien qu'on préconise évidemment toujours l'égalité homme-femme, c'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir de... Mais on doit comprendre qu'une femme ne peut pas être toujours première de la classe sur tous les plans. Par la suite, dans mon parcours, j'ai aussi travaillé, donc j'ai dirigé la thèse du docteur Elisa Bouaska, que personne n'a voulu diriger à l'époque, parce que pour eux, la violence faite aux femmes, comme a dit Ahlia, n'est pas un sujet médical. C'était un sujet sociologique, psychologique, mais pas médical. Et Elisa Bouaska, je lui rends vraiment hommage, parce qu'elle a travaillé sur les centres de soins de base, et elle a fait un travail sur plus de 400 femmes, et elle a trouvé des résultats qui ont été retrouvés dans la littérature. Un tiers était battu, la violence rendait les enfants dépressifs, les résultats scolaires des enfants des femmes battues étaient mauvais, elle a trouvé le parent en général, on retrouvait dans son historique qu'il avait vécu dans une famille aussi où le père battait la mère. Tous les résultats qu'on avait dans la littérature, mais qu'on a pu retrouver dans notre population tunisienne. Donc cette thèse a été publiée par Enissa à l'époque, mais je ne sais pas si il y a eu une circulaire qui a fait que les femmes pouvaient être prises en charge gratuitement dans les centres de soins en 2015 je pense, 2014, mais je ne sais pas si elle est vraiment appliquée. J'ai pas l'impression... Elle n'est pas appliquée, mais il y a eu une nouvelle circulaire en mars. C'est le 22 mars, parce qu'elle n'est pas appliquée. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que de plus en plus, on nous envoie des expertises pour vérifier la véracité des paroles des femmes qui disent être battues ou agressées sexuellement. Et là, ça commence à faire beaucoup. Est-ce qu'on vérifie la véracité d'autres violences? Donc ça c'est le quotidien. Par ailleurs, avec la TFD, donc on a fait l'étude avec Raoula, je crois que c'était en 2016. Et je suis très souvent des patientes que la TFD m'adresse. Et en général, c'est des parcours vraiment tortueux, difficiles. C'est très compliqué d'hospitaliser ces patients-là, parce qu'on est entre deux écoles. Hospitaliser en psychiatrie,
c'est dire qu'elle est folle, pour le commun des mortels. Or, elle souffre, et la souffrance doit être traitée. Et nous n'avons pas d'autre alternative. Donc souvent, c'est une catastrophe de les hospitaliser. Parce que, on a des filles de 16 ans à qui on prend le téléphone portable. Et vous savez que le portable, pour un adolescent, c'est un objet d'attachement qui est le plus important. C'est l'objet, le doudou, voilà. Donc, et puis on appelle le père, alors que bon, ça tout de suite, ça devient dramatique. Donc, ces hospitalisations, pour moi, c'est la pire des choses qui peut arriver à un enfant entre 16 et 18 ans. Donc, on essaye toujours de faire en sorte. Bon, il y a eu Baïti qui a pu parfois juguler les choses. On a pu aussi gérer des réfugiés. On a pris en charge grâce à la TFD, grâce à Baïti, qu'on a pris en charge, même quand ils sont partis et qu'ils ont pu se réfugier par ailleurs via WhatsApp. Donc, il y a beaucoup de travail qui a été fait. Ce travail-là n'est pas visible à l'œil nu, mais le plus important, c'est ce qu'on arrive à faire, c'est alléger la souffrance. Et c'est alléger cette souffrance. C'est vrai que ça nous prend énormément d'énergie, mais c'est la plus belle récompense qu'on puisse avoir en tant que médecin. Donc, j'espère qu'on pourra faire peut-être plus. On pourra, en écrivant, améliorer les conditions, peut-être faire des foyers d'accueil, peut-être faire des centres intermédiaires. J'espère en tous les cas qu'on aura encore un peu le temps pour améliorer les conditions féminines en Tunisie. Merci à vous. Merci. Merci aux deux oratrices. Moi, je connais très bien Ahlem et très bien Lynn, et j'ai appris des choses en vous écoutant, parce qu'il y a des choses qu'on sait mais qu'on oublie ou qu'on ne sait pas trop bien. Deux parcours de vie qui montrent combien être féministe et être à la fois dans le monde médical fait avancer les choses. C'est ça une des conclusions que je tire en tout cas dans Ahlem, qui a essayé de trouver la passerelle entre son combat féministe pour lutter contre les violences faites aux femmes et jeune résidente qui propose un sujet de thèse qui à l'époque était inadmissible. Aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'était militant de faire ça, parce que pour nous aujourd'hui la sexologie clinique est une discipline à part entière, il y a des sociétés savantes. On enseigne les troubles sexuels féminins, masculins à la faculté de médecine. Tout ça, c'est d'une telle évidence qu'on ne se rend pas compte comment, au début des années 90, aborder ce genre de sujet était quelque chose de complètement, difficilement acceptable dans un milieu médical où on était très porté sur les symptômes, les syndromes. Les traitements et pas du tout portés sur des sujets qui concernent l'humain et la santé finalement. Donc on parle de la santé et on ne se rendait pas compte que ce sont des sujets très importants. Donc vraiment, donc beaucoup d'exemples, la sexualité féminine, la violence faite aux femmes, les congés de longue durée, sur lesquels Lynn a travaillé avec sa double casquette militante et médecin, chef de service psychiatre, parce que quand on parle des congés de longue durée, on parle de personnes qui cherchent un bénéfice secondaire à travers une consultation et on ne pense pas vraiment que ce sont des personnes qui souffrent et qui viennent avec une réelle demande légitime et on n'a jamais traité le sujet de ce point de vue-là. Je pense que tu es la seule aujourd'hui encore, c'est un autre débat, c'est un sujet très lourd, sociétal, qui mérite qu'on s'y intéresse vraiment. Donc, trouver des passerelles entre le monde féministe, qui est votre préoccupation, et le monde médical, et vous avez réussi à le faire, donc à faire avancer les choses. C'est comme ça que des femmes militantes ont pu, dans leur monde professionnel, ont pu finalement être combatives pour imposer des sujets et imposer des travaux.
Et les travaux de recherche sur les violences faites aux femmes ont permis de connaître les conséquences médicales, psychologiques, avoir des chiffres, et c'est ça qui permet de faire des plaidoyers et qui permet de faire avancer les choses. Aujourd'hui, non seulement on a un cours sur les violences faites aux femmes et aux enfants à la faculté de médecine, mais aussi, Ahlem a oublié de dire, il y a tout récemment un premier laboratoire de recherche sur la santé femmes et enfants qui vient enfin de voir le jour depuis janvier, donc c'est nouveau. Et qui dit laboratoire de recherche dit financement pour la recherche, et là on parle de la santé maternelle et infantile. Je pense que c'est le premier laboratoire dans le thème, ou je me trompe. A priori c'est le premier laboratoire, et là ça m'amène à penser en fait à travers vos témoignages, jusque-là les questions des violences faites aux femmes et les questions féministes et les questions genre et les questions santé mentale ou féminin, ça a toujours été des travaux qui étaient portés par la société civile et portés par les ONG et portés par les féministes et portés par des personnes qui ont voulu vraiment faire leur thèse sur ces sujets. Et ce ne sont pas des sujets qui sont portés par nos universités ou l'académie de façon générale. Donc je pense que s'il faut aujourd'hui le vrai challenge, le défi, c'est que nous, en tant qu'universitaires, nos universités, nos laboratoires de recherche, nos bailleurs de fonds, nos académies s'intéressent à la recherche sur ces causes qui sont très très importantes, qui font avancer la compréhension de tous ces phénomènes, qui font avancer la prévention et qui font avancer la société. Donc voilà, le challenge, c'est comment l'académie, aujourd'hui, nos académies doivent traiter ces sujets sur le genre, traiter ces questions et nous aider à mettre la lumière sur ces questions-là. Mais malheureusement, la réalité aujourd'hui, c'est toujours les combats des féministes et de la société civile qui amènent ce type de recherche et qui amènent des résultats qui font avancer les choses. Voilà. Alors, la congélation des ovocytes. Merci de rappeler aussi un sujet ô combien important, parce que je sais qu'il y a eu une réunion récemment, il y a 2-3 semaines, donc, par le comité d'éthique de la faculté de médecine, et on s'interroge encore sur ces questions, et il me semble que seules les femmes qui vont se faire soigner pour un cancer et qui vont... C'est la loi. Les seules personnes qui peuvent congeler leurs ovocytes, ce sont les femmes qui vont devoir avoir un traitement de chimiothérapie ou de chirurgie. Donc c'est la loi 2001. Donc depuis 2001, on n'a pas avancé. Voilà, avec beaucoup de restrictions. Il faut renouveler la signature tous les 5 ans. Si après on va jeter les ovocytes sinon. Ouais, donc un sujet vraiment d'actualité qu'il faut, là aussi c'est un combat des mentalités et c'est un autre combat qu'il faudra aussi mener pour que les comités d'éthique, le milieu médical s'approprie et soit convaincu que c'est un sujet important et on doit y arriver comme on a pu faire dans le passé. La Tunisie a été pionnière, comme tu l'as si bien rappelé, pour les IVG, et pourquoi on ne peut pas continuer on a l'impression qu'on a du mal à continuer dans ces avancées pour les femmes parce qu'aujourd'hui être femme, être mère, c'est plus la même chose qu'il y a 30 ans et c'est une question très importante. Voilà. En tout cas, je ne sais pas si je suis dans les temps. Merci à vous deux. Merci à vous, aux organisateurs, et d'avoir abordé ce sujet qui nous permet aussi de réfléchir et d'avancer. Et on est contente d'avancer avec vous et peut-être d'apporter quelques pistes pour faire avancer les choses. Voilà. Merci beaucoup. Pour le débat. Oui. Quelqu'un a des questions? C'est Raoula qui donnera la parole. Bonjour. Je vous remercie pour vos témoignages. Je trouve ça fascinant. Je suis arrivée en Tunisie, donc je ne connais pas très bien la Tunisie, donc j'expose mon ignorance. Mais je
Moi, j'aurais 10 milliards de questions à vous poser, en fait. Je crois qu'il n'y aura pas suffisamment de temps. Mais je vais peut-être vous poser 2-3 petites questions, et puis vous les prenez comme vous voulez, et vous répondez peut-être pas à toutes les questions. Mais moi, j'aurais aimé savoir qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce que ça signifie d'être féministe pour vous, déjà. Peut-être aujourd'hui, peut-être hier, par ailleurs, quand vous avez commencé, peut-être aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des changements? Alors on voit bien qu'il y a un féminisme organisé, un féminisme au cœur de l'association, et puis un féminisme un peu porté par l'extérieur. Donc il y a aussi cette question-là, qu'est-ce qui vous apporté? Enfin, il y a quand même ces sujets-là, j'ai envie de dire, les sujets qui ont été portés par la société civile, comment est-ce que vous les avez aussi traduites ou pas traduites, quels sont les sujets que vous avez pu aborder ou pas pu aborder, parce que justement, c'est des sujets qu'on ne pouvait pas aborder. On a beaucoup parlé, enfin vous avez beaucoup parlé, j'ai bien dit, de questions de possession du corps féminin. Donc ma question aussi c'est, vous avez un tout petit peu parlé des hommes, hein, donc la question c'est quelle perspective genrée, est-ce qu'il existe aujourd'hui, est-ce qu'il n'en existe pas, est-ce qu'il n'en existera peut-être jamais. Et je parle bien évidemment de la question de la LGBTQI, etc. Mais pas que. Et éventuellement, une dernière question, si vous voulez encore. Je suis fascinée aussi de savoir, voilà, parce que vous avez étudié un peu en France, quels sont les liens aussi avec les organisations, la psychanalyse ou la psychologie en France, les conférences, les liens, qu'ils soient à travers la société civile, mais en tant que médical, corps médical, est-ce qu'il y a des échanges, des coordinations, des soutiens, est-ce qu'il y a un réseau qui existe aussi? Est-ce qu'il y a une problématique qui a été inspirée de l'extérieur ou pas, ou l'inverse, enfin ces interactions de l'intérieur et de l'extérieur? Alors, ça peut être la France, mais ça peut être aussi d'autres pays alentours, je ne sais pas, le Maroc, l'Algérie, peu importe, extérieur, voulant dire vraiment extérieur, non public. Voilà, c'est 3 questions, mais en fait, vous prenez ce que vous voulez, ou voilà. Vous pouvez distribuer ces questions. C'est quoi être féministe? Parce que tu es la plus féministe. Non, peut-être on va prendre 2 ou 3 questions, pour ça vous laisse le temps un peu de réfléchir et de vous répartir les questions, parce qu'il y en a beaucoup, et c'est vrai qu'il arrive. Donc c'est là, il y a notre homme qui arrive. Oh, baby. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Je vous remercie toutes les 3 pour vos témoignages et vos interventions. Je remercie les organisatrices puisque le thème, franchement, est très intéressant. En fait, j'ai 2 questions. J'ai beaucoup de questions, mais j'ai sélectionné 2. Donc, parce que pour laisser la parole aux autres. En fait, la première question, c'est par rapport à votre casquette militante, toutes les 3. Comment elle a impacté votre vie personnelle? Déjà, quel que soit avec votre conjoint ou bien votre famille, voilà. Et la deuxième question, il se peut que c'est plutôt par rapport à l'engagement militant de Madame Ahlem à la TFD. Je sais très bien qu'elle était créée dans un contexte politique vraiment spécifique. Donc vous avez un combat contre le pouvoir à l'époque, et aussi un combat militant pour le féminisme, et aussi votre combat pour la recherche et le développement de la recherche dans votre discipline. Donc comment vous avez réussi cette combinaison? Voilà. Tout ce combat, voilà. Vous avez réussi. Michel Chirac, votre expérience en tout cas, c'était compliqué, je sais, mais la question. Et puis est-ce qu'il y a encore, on prend au moins une autre question? Oui, allez-y, je vous en prie. Simplement, quel est le nom de ce nouveau laboratoire sur la recherche sur la santé mentale des femmes et des enfants? Santé de la mère et l'enfant. D'accord. C'est bien ça. Hein? Donc laboratoire de recherche parmi les plus de 60 de laboratoires au sein du pays. Mais en tout cas, allez-y, vous êtes quand même. Chacune de prendre quelque chose. Peut-être que je peux rajouter une. Ah voilà, il y a madame aussi. Mais je fais un peu en retard. Bonsoir. Bonsoir. Alors, les laboratoires de recherche sur la santé mentale, vous avez parlé de la femme et l'enfant. Est-ce que vous avez établi des programmes pour ces recherches? Qu'est-ce que vous allez faire? Quelles sont les perspectives, les projets?
C'est juste pour avoir un aperçu Ça, c'est de... hein? Les grandes lignes, pardon, c'est ça va stager, mais juste les grandes lignes pour voir les objectifs. Moi, ce serait peut-être une question plus personnelle, c'est être femme en psychiatrie. C'est-à-dire, est-ce que c'était un milieu très féminin ou au contraire très masculin? Ou comment est-ce que ça a été peut-être accueilli par votre entourage quand vous avez dit psychiatrie? Parce que ça fait toujours un peu peur, la psychiatrie. Ouais. Et voilà, et le fait voilà, d'être une femme en plus, bon, vous avez déjà abordé la question d'être femme médecin, ça tous les parents de filles qui veulent être médecins en parlent, disent oh, c'est quand même compliqué pour une femme d'être médecin. Mais peut-être qu'en psychiatrie c'est encore plus. Voilà. Et comme il y a beaucoup de questions. Je pense qu'on devrait commencer par celle-là. Donc, quand on a commencé la psychiatrie, Ahlem et moi, on était toutes les deux ensemble, le milieu psychiatrique était 80% masculin. Aujourd'hui, il est 90% féminin. Mais ce n'est pas la psychiatrie uniquement, c'est toute la médecine qui est en train de se féminiser, parce qu'il n'y a que les filles qui peuvent tenir avec autant de ténacité et de dévouement. Et je ne sais pas, peut-être aussi, c'est au niveau du caractère que les choses se passent. Mais moi, je trouve que, franchement, on n'a pas subi d'injustice. Il n'y avait pas d'inégalité entre les hommes et les femmes, bon, à part quelques difficultés parfois au quotidien, mais on a été très très bien accueillis, très bien reçus, on a été... Quelques histoires de harcèlement sexuel, pas pour le passant. On a vu, mais on a constaté. Mais je trouve que c'est vrai, le harcèlement sexuel en médecine existe. C'est connu. Mais par rapport à d'autres facultés, on est vraiment protégé. J'ai vu la faculté de droit, la faculté des sciences, c'est des milieux où l'harcèlement est beaucoup plus présent que dans la faculté de médecine de Tunis. Donc, des facultés de médecine en général. Parce que moi j'étais au CASUS et je trouve que c'est des milieux où quand même il y a une certaine éthique et une certaine déontologie que dans la mesure du possible, c'est rare que les médecins abusent de leur pouvoir. C'est rare, ça existe, mais comme je l'ai dit, j'ai été peut-être protégée, que j'ai pas vu beaucoup de... J'ai vu dans ma patientèle, c'est vrai, mais c'est pas la chose la plus fréquente que j'ai vue. J'ai vu beaucoup plus de violences conjugales, de violences entre les personnes dans le travail, mais de harcèlement et de questions pareilles. Dans ma pratique, je n'en ai pas beaucoup. Et je cède la parole à Claire qui va nous parler. J'ajouterais juste un mot par rapport au fait que la médecine s'est féminisée. Elle s'est beaucoup féminisée. Il y a plus de 65% d'étudiants, je crois, en première année, et puis peut-être les 2/3 sont des femmes. Mais il n'y a pas eu de doyen, c'est-à-dire il n'y a pas eu de doyenne. Et la pharmacienne. Oui, une à Monastir et une à Sousse, mais à Tunis, on n'a jamais eu de... C'est-à-dire les doyens sont toujours des hommes, malgré le fait qu'ils soient mineurs, enfin, ils sont moins nombreux, mais quand il s'agit d'élire quelqu'un qui va être à la tête, c'est toujours les hommes qui arrivent en premier, même s'ils sont minoritaires. Mais la main-d'œuvre est en général féminine, parce que le conseil scientifique est composé quand même de pas mal de femmes. Et réellement, c'est une main-d'œuvre. C'est elle qui vice-doyen en femme, elle est tout le temps là-bas, l'autre vice-doyen. Donc vraiment, les femmes sont toujours en seconde position, mais en position de fourmis travailleuses qui essayent de faire évoluer les choses. Peut-être qu'on aura un doyen là. Oui, on était en train de penser l'autre fois, en train de dire. Il est temps, effectivement. Féministe. Féministe. Féministe, c'est la question. Est-ce que ça a changé? Moi, je ne pense pas que ça a changé, parce que le patriarcat est plus ancien que il est très ancien, et je pense qu'il aura encore quelques décennies, et pour être optimiste.
Donc, militer contre ce rapport de domination homme-femme a toujours été le moteur de mon engagement du moins féministe, parce que on considère à l'Association tunisienne des femmes démocrates, et je pense qu'on appartient à un mouvement beaucoup plus large. On appartient et je réponds en même temps à votre question. Donc, on a plusieurs réseaux, des réseaux maghrébins, des réseaux arabes, des réseaux méditerranéens, mais des réseaux dans les pays à majorité musulmane aussi. Par exemple, on a une coalition comme pour les droits sexuels et corporels dans les sociétés à majorité musulmane. Et on a un réseau contre la violence, un réseau arabe contre la violence. On appartient au réseau euro-méditerranéen droits humains. Donc, effectivement, donc, la société civile elle a beaucoup d'engagement, par rapport au monde médical. Là aussi, on a beaucoup d'appartenance. On a une appartenance maghrébine et on a des rencontres maghrébines, on a des rencontres franco-tunisiennes, on a des rencontres mondiales, africaines. Là, le prochain congrès mondial de psychiatrie de la Société mondiale de psychiatrie va avoir lieu en Tunisie, le congrès régional. Et il y a les troubles mentaux des femmes, il y aura la violence faite aux femmes, il y aura donc des thématiques spécifiques. Le 8-9 décembre. On est membre, me préside le comité scientifique, moi je suis membre de ce comité, et donc on aura des thématiques femmes, ça c'est sûr. Mais on n'a pas de résistance quand on propose ce genre de thématiques. C'est très facilement accepté. Donc, être féministe hier, je pense, ça reste toujours le même combat, je pense. Les formes varient en fonction de la situation politique, en fonction des pays, mais les résistances restent toujours les mêmes. Le pouvoir patriarcal est tellement fort. Et donc, c'est pour ça que c'est un système. C'est un système qui favorise un sexe sur l'autre, qui favorise des rapports inégaux au sein de la société. Et donc, du coup, nous, en tant que féministes, on revendique que tous les êtres sont égaux et qu'il n'y a aucune raison pour accepter la discrimination contre les femmes. Et on essaie de nous battre contre toutes les formes de discrimination, qu'elles soient dans le monde juridique, qu'elles soient dans la société, qu'elles soient dans la culture, qu'elles soient dans les médias, mais aussi qu'elles soient également dans le monde universitaire et le monde de la recherche. Parce que par contre, le monde de la recherche, d'une manière globale, est un monde très sexiste. Et même que ce soit au niveau des thèmes de recherche ou au niveau des responsabilités. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dessus ici. J'ai oublié, il y avait une autre question. Sur la psychanalyse, non? Sur le genre. Sur le genre. Sur le genre, donc, aux hommes, qu'est-ce que répondrait des violences LGBT, oui. Par rapport à la question du genre, initialement, nous, à la TFD, on n'a pas beaucoup aimé, par exemple, la question, on a parlé du genre, on préférait parler, parce que quand le jargon a été adopté par les Nations Unies, les années 90 et le début des années 2000, on avait l'impression que ça noyait un peu la cause féministe. Maintenant, aujourd'hui, la question du genre se pose différemment, parce qu'il y a la question LGBTQI, donc on ne peut pas occulter, évidemment, et effectivement, la question se pose différemment. La question se pose différemment, et donc on milite, évidemment, ça va de soi qu'on est pour la cause de ces... Et en tant que... Personnellement, j'ai accompagné plusieurs personnes, et on accompagne dans nos services et dans notre quotidien, donc les personnes, parce qu'elles souffrent beaucoup, elles sont victimes de beaucoup de discrimination, de beaucoup de violence. Et donc l'accompagnement se fait sur le plan santé mentale, mais se fait aussi au niveau associatif et même au niveau de la formation. Donc il y a pas mal de sessions de formation spécifiques pour, par exemple, je citerai, donc on a pas mal accompagné les nouveaux groupes dans des formations sur la violence et comment gérer la question de la violence, comment assurer l'écoute, comment faire. Donc j'espère pouvoir répondre. Ah oui, vous m'avez posé une question que j'ai oubliée,
C'était par rapport à votre expérience militaire personnelle. Parce que je peux dire que ma vie personnelle, ça a été très compliqué par moment. À cause de la dictature plus qu'à cause de mes engagements, franchement. Et mes engagements ont porté sur ma vie personnelle et sur ma vie à la fois de militante, mais de professionnelle, de médecin, psychiatre. Mais bon, c'est un challenge agréable de pouvoir pallier les différents pôles d'intérêt. Quand on arrive réellement à créer cette passerelle et qu'on se retrouve dans le milieu psychiatrique, dans le milieu médical pleinement, avec ses convictions féministes et que ce soit reconnu et accepté et qu'on peut mener une recherche en disant « moi j'ai adopté une approche féministe ». Légitime. C'est légitime et je peux me le dire. Ça m'a... J'ai parlé d'une recherche récente sur la trajectoire de lutte contre la violence faite aux femmes. En rédigeant la méthode, j'ai écrit l'approche de cette recherche est une approche féministe. Et j'ai expliqué, basée sur les droits humains et centrée sur les victimes. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire féministe, qu'est-ce que ça veut dire basé sur les droits humains, qu'est-ce que ça veut dire centré sur les victimes. Et je pense avoir maintenant la possibilité, je pense que ça 20 ans plutôt, ça aurait été impossible pour moi de l'écrire comme ça dans une... de dire, voilà, ma recherche, elle a une approche féministe parce que je n'avais pas suffisamment ni de confiance, ni de possibilité pour le faire. Aujourd'hui, je l'écris et je pense que c'est une approche tout à fait objective et scientifique, quoi. Elle est scientifiquement valable également Moi, j'aurais juste une petite différence avec Ahlem, parce que je pense que dans les familles tunisiennes, c'est la maman qui tient les rênes, et si on est encore dans une société où la femme subit beaucoup d'injustice, c'est à cause des mères. Parce que les mères ont l'habitude de privilégier leurs garçons sur leurs filles. Et je vois ça dans... Même quand vous avez une mère qui habite en Tunisie et qui est étrangère, elle est acclimatée dans l'environnement et elle privilégie encore son fils. C'est la conséquence du patriarcat. J'ai pas dit le contraire, mais le patriarcat est porté par les hommes et les femmes. C'est les femmes qui perpétuent cette différence. Et le garçon ne doit pas faire la vaisselle, le garçon ne doit pas faire le ménage, le garçon on doit tout lui faire, son lit, sa chambre. Et après, évidemment, quand il y a un des parents qui est fatigué ou malade, le garçon il viendra la voir 5 minutes, 6 minutes, et c'est à la fille de tout prendre en charge, et etc., etc. Donc je trouve que l'équilibre dans le couple est très important, et si on doit travailler sur cette égalité dans le couple et l'égalité dans la fratrie pour pouvoir faire évoluer notre société, pour améliorer la condition féminine. En fait, comment sortir de la compulsion de répétition? C'est aussi ça, parce qu'elles répètent un peu leur schéma. Mais c'est vrai, travailler sur le couple, pour moi, c'est la solution, parce que les couples d'aujourd'hui, c'était pas les couples d'hier, et comment le partage des rôles, et comment la place du père, et tout ça. Donc, pour rebondir sur le programme du laboratoire qui est dirigé par le professeur Ahmed Belhaj, donc il y a une thématique sur la parentalité, il y a une thématique sur la médecine fétale, parce qu'on est en collaboration avec des gynécologues obstétriciens, des pédiatres, des néonatologues, des généticiens. Donc on va s'intéresser aux maladies héréditaires, les troubles neurodéveloppementaux, la violence. Donc on va traiter aussi des violences faites aux enfants, les causes de suicide. J'ai rien oublié, j'espère. Donc la médecine fétale, je sais plus, il y a autre chose. Ah oui, c'est sur l'accouchement, les conditions, la préparation à l'accouchement aussi. Il y a une des thématiques. Enfin, il y a plusieurs thématiques parce que c'est multidisciplinaire. Oui, service. Et en fait, on a cherché la multidisciplinarité au sein de l'hôpital Montgislim. Donc, c'est le laboratoire de l'hôpital Montgislim. Donc, en fait, on a cherché les sujets de recherche de chaque collègue qui travaille au sein de cet hôpital et on a essayé
de rassembler tout ça sous le chapeau de la santé de la population. Voilà, on vient de commencer, c'est notre première année, donc on espère que d'ici quelques temps, on va honorer nos engagements. Ça va sur nous du succès. Tu avais une question? Oui, j'avais une question. Voilà, moi, je suis impressionnée un peu par votre, votre rôle de terrain, hein, sur le terrain, mais je vais un peu pousser vers l'université parce que c'est aussi un peu le thème du séminaire. Et j'aurais voulu savoir chez vous trois si vous avez observé une évolution des préoccupations des jeunes arrivants. C'est très flagrant de voir qu'entre 80 et 90 et aujourd'hui, cette espèce d'institutionnalisation de certains sujets de recherche, mais est-ce qu'on voit quelque chose à la sortie, c'est-à-dire pour les sujets de recherche, les choix des étudiants et des étudiantes? Est-ce que vous observez déjà un changement au niveau des préoccupations scientifiques des nouveaux médecins qui arrivent en 2010, 2020, etc. Est-ce qu'il y a une évolution au niveau de la recherche et des préoccupations de recherche dans les sujets académiques? Oui, parce qu'on voit que au jour d'aujourd'hui, j'ai vu 2 résidents qui faisaient un master en sciences politiques. Donc d'autres faisaient un master en journalisme. Donc les choses évoluent énormément. Ils s'ouvrent vraiment vers la société civile, vers les problèmes qui existent dans la société. Et on voit même au niveau de leur pensée, au niveau du staff, au niveau des commentaires qu'ils feront par rapport aux patients, on a une évolution fulgurante. Il faut dire que ces 10 dernières années ont été très compliquées pour nous. On a tout vu. Par exemple, on a eu un cas de patiente qui était venue, elle était enceinte, elle était au 6e mois de grossesse. Donc 6e mois de grossesse, on ne peut pas faire une interruption de grossesse, sauf qu'à cause c'était une jeune femme célibataire qui a été violée. Et pendant le staff, j'ai vu des résidents qui étaient contre, de façon radicale, l'interruption thérapeutique de grossesse. Alors que dans la loi, on sait que s'il y a un problème, un trouble mental pour la mère qui peut arriver, ou un trouble pour l'enfant, on est en droit d'appliquer l'interruption. Et ça a été une guerre pour essayer de leur faire comprendre. En plus, nous, en psychiatrie, maintenant, on est sectorisés. Cette jeune fille était issue d'un milieu très modeste, et comme le secteur cécilienne, elle avait dans le service des personnes de son environnement. Donc il fallait cacher la grossesse aux patients qui étaient là et la mettre, parce que bon, heureusement qu'elle n'avait pas un ventre, elle ne s'est pas rendue compte, elle avait des nausées, des vomissements, elle a continué à avoir ses règles, bon, elle a été dans une soirée avec une copine à Sousse, et bon, ça s'est passé comme ça, et ça a été très difficile, alors qu'avant 2011, c'était simple et pour convaincre un gynécologue obstétricien, c'était en 2013, hein, c'était la période difficile. C'était pas facile non plus. Donc on a des évolutions positives, mais on a aussi des évolutions négatives. Au jour d'aujourd'hui, bon, j'ai l'impression que c'est en train de s'amender, que les choses évoluent. On parle beaucoup de LGBT actuellement, même avec les résidents, et il n'y a plus de tabou, ils parlent de ça. Moi, par exemple, à un moment donné, je n'acceptais pas vraiment les personnes qui portaient le voile dans le service. Parce que nous, en tant que psychiatre, pour moi, on doit être asexué et on n'a pas de religion. Donc on ne doit pas porter notre religion sur notre attitude vestimentaire. Je pense que c'est pour tous les médecins, je pense. Mais vous parlez des médecins ou des patients? Des médecins. J'avais mal compris. Non, des médecins. Des médecins. Et on avait eu une montée, une flambée de personnes voilées. Bon, là, le staff, je vais dire c'est nettoyé, je suis désolée, mais c'est plus fort que moi. On n'a plus ce genre de... Et parce que les femmes se sont dévoilées ou parce que ce ne sont pas les mêmes femmes? Elles se sont dévoilées et dévoilées d'une façon extraordinaire. On a revu des beautés, elles se sont dévoilées même psychiquement. C'est-à-dire que psychologiquement, on a vu des choses extraordinaires sortir de leur bouche. Donc,
moi je crois qu'on peut pas, il faudrait du temps pour analyser ces 10 dernières années. Moi, je rebondis sur le fait que je trouve que la jeunesse d'aujourd'hui, elle est extraordinaire. On le voit à travers, on voit nos étudiants, c'est pas les étudiants d'avant. Ils ont beaucoup d'ouverture sur le monde. Il y a de tout, hein. On est d'accord qu'il y en a qui sont peut-être un peu plus radicaux que ce qu'on pouvait imaginer il y a 20 ans, mais bon, c'est ça, hein, la liberté, la mondialisation, tout ce qu'on veut. Mais il y a énormément de jeunes qui vont dans les associations, qui s'intéressent à plein de choses et qui amènent des sujets aussi pour leur thèse qui sortent un petit peu des terrains comme ça, pourquoi les jeunes médecins, l'immigration des jeunes médecins, des questions qui touchent les droits de l'homme, la torture, on a tout vu. Il y a plein de sujets qui sont maintenant, qui font l'objet de thèses de médecine. Et, bon, il y en avait avant, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de jeunes qui s'ouvrent sur les sciences humaines, sur d'autres sujets, qui essaient de trouver justement des passerelles et qui amènent des nouveaux sujets. Moi, je trouve ça extraordinaire. Vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé depuis 2011. C'est certain. Moi, je trouve que les choses évoluent, mais lentement par rapport à la recherche. Ça évolue, certes. Il y a des nouveaux sujets, il y a des nouvelles je ne sais pas, de nouvelles spécialités qui s'intéressent à la question des rapports hommes-femmes, qui s'intéressent un peu plus à... Parce que la psychiatrie, c'est quand même la spécialité la plus proche des sciences humaines. C'est pas le monde médical classique. Il y a les psychiatres et les autres. À peine si nos collègues nous considèrent médecins par moment. Et donc c'était la question, est-ce que nos parents ont bien accueilli? Les miens n'ont pas bien accueilli. Il m'a dit, après tous ces efforts, psychiatre, donc c'était pas... Tout ça pour ça. Tout ça pour ça, en quelque sorte. Donc la stigmatisation de la psychiatrie, mais c'est aussi, cette stigmatisation viendrait peut-être aussi parce que c'est le domaine qui est le plus ouvert sur les sciences humaines et le moins médical. Il fait peur, quand même. Pourtant, il peut être très médical. Une spécialité un peu... Elle fait peur aussi. Un peu inquiétante. On est encore stigmatisé. Non, mais je ne sais pas si c'est de la stigmatisation. Moi, je pense que c'est une peur. En tout cas, le malade mental est particulièrement stigmatisé et la psychiatrie est stigmatisée. Et puis le médecin psychiatre ou pédopsychiatre n'est pas très loin de cette stigmatisation parce qu'il est dans ce monde de fou. Et je continue à croire que c'est de la peur. Il y a de la peur, certes, mais il n'y a pas que la peur. Il y a de la peur, c'est ce monde inconnu que les gens ne maîtrisent pas et la peur de la maladie mentale qui est quand même quelque chose qui dérange énormément. C'est tellement partagé. Mais en même temps, pour les chirurgiens, nous, on n'est pas dans le RD. Mais de quoi vous parlez? Eux, ils traitent un truc qui est là, qui fait... Ouais. Alors que nous, on traite l'esprit, on traite les idées, on traite l'affect, on traite quelque chose qui pour eux n'est pas très palpable, alors que la médecine est très palpable. Et donc, c'est ça aussi, c'est pas uniquement en tout cas... on fait peur. Oui, à titre d'exemple, les plus grands hôpitaux de Tunis, la Rata, Charnicole, il n'y a pas de service de psychiatrie. Alors que c'est inimaginable aujourd'hui. C'est inimaginable aujourd'hui un hôpital général sans psychiatre, comme je leur dis, c'est comme un hôpital général sans cardiologue ou sans médecin urgentiste. La psychiatrie, c'est une discipline indispensable dans un hôpital. À Tunis, à Charnicole, il n'y a pas de psychiatre. Et sur toute la colline, vous avez Salah Hazaïs, l'Institut de nutrition avec les anorexiques, l'hôpital d'enfants, où il n'y a aucun pédopsychiatre. Vous avez tous ces hôpitaux-là, une concentration, il n'y a pas un psychiatre sur la colline. Donc c'est pour vous dire, le chemin est encore long. Donc, et par rapport à la question féministe, je pense qu'en psychiatrie, on était parmi les pionniers au niveau médical. Dans les recherches sur les... Il y avait Madame Dou, qui je l'ai citée tout à l'heure, Saïda Dou, qui est quand même une femme, Samiati avant aussi. C'est des femmes très féministes, même si elles ne sont pas engagées féministes, mais les premières dames qui ont été des femmes psychiatres.
même dans leur vie, et surtout dans leur vie. Moi, je dirais que les anciennes, elles étaient, les anciennes, les plus, nos aînés étaient particulièrement engagés au quotidien pour qu'il n'y ait pas d'injustice et de discrimination contre elles. Qu'elles s'affirmaient suffisamment au niveau de leur vie personnelle pour vivre leur liberté individuelle, pour vivre pleinement. Et puis, dans la recherche, donc, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites. Il y a eu souvent des études centrées sur les spécificités hommes-femmes pour traiter certains sujets particuliers, tout ça. Les autres spécialités, c'était moins fréquent. Alors que là, maintenant, on voit beaucoup de sujets, de spécialités qui s'amènent. La médecine légale, les gynécologues, les dermatos. Il y a pas mal de spécialités où on voit que c'est un pôle d'intérêt. Les urgentistes, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent, beaucoup de spécialités qui s'intéressent à la question d'égalité homme-femme, aux questions spécifiques. Voilà. Et justement, vous amenez un sujet qui m'intéresse beaucoup, mais on n'a pas beaucoup de temps, mais je pose quand même la question. C'est dans le monde médical en général, on se rend compte que maintenant, on se rend compte que tous les traitements ont été faits à partir du corps des hommes, que bien souvent les diagnostics sont faits sur des symptômes, enfin je n'ai pas le vocabulaire médical, mais en tout cas en prenant en compte les symptômes des hommes, et donc les traitements sont faits à partir de molécules et de dosages qui sont adaptés aux hommes, et de plus en plus on dit tiens, mais en fait pour les femmes ça fonctionne différemment parce que les hormones du corps féminin ne sont pas les mêmes, et donc il y a des interactions et tout ça. Est-ce que toute cette réflexion est aussi portée en psychiatrie par rapport aux molécules, parce que la psychiatrie c'est aussi des drogues qui sont utilisées, enfin des médicaments très puissants. Est-ce qu'il y a une réflexion sur le côté homme-femme, et ça participe de ce mouvement plus général en médecine? Oui. Même en psychiatrie, c'est exactement la même chose. Vous devez savoir que les molécules ont été découvertes de façon fortuite. Toutes les molécules en psychiatrie, c'était à partir d'un médicament qui donnait une sédation que tous les dérivés ont été ensuite découverts. Et les études actuelles se font en tenant compte des spécificités hommes-femmes, d'autres spécificités. C'est assez récent, ça. Ça date quand même au moins de 30 ans. On travaille beaucoup sur toutes ces spécificités par rapport au testostérone et par rapport aux hormones féminines. Et il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur ça. Je me rappelle même en 2001, on avait travaillé au niveau cognitif, les femmes et les hommes, comment elles étaient différentes, et il y avait eu à ce moment-là beaucoup de travaux à ce niveau-là. Je me rappelle d'un mot qui m'est revenu là, je me rappelle Henri Hey disait la médecine est une sous-spécialité de la psychiatrie. C'est vrai. Je pense que la psychiatrie c'est tout. Et après on peut trouver des petites choses. On se défend comme on peut, hein. Mais c'est vrai que les gens ont peur de nous, parce qu'ils pensent qu'on peut comprendre leur fonctionnement en les regardant. C'est vraiment une croyance. Voilà, c'est l'image. Et donc, on ne nous aime pas en général. Quand on est dans une soirée, on nous évite, ou au contraire, on nous colle. Parce qu'on croit qu'on va faire une consultation gratuite comme ça rapidement. Donc, en général, on draine vraiment deux sentiments antinomiques, aussi bien l'envie de vous connaître, et aussi les psy, celui-là, il va tout, il va mettre une étiquette. Voilà, il va mettre une étiquette. Et je me rappelle d'une femme, parce qu'elle était très ordonnée, on lui avait mis le diagnostic d'obsessionnel, elle m'a dit vous êtes insupportable, le psychiatre, dès que quelqu'un est bien, vous devez lui donner une étiquette. Donc, c'est vrai que nos parents ont certainement vu les psychiatres un peu libertins. À l'époque où on a fait notre psychiatrie, les psychiatres étaient un peu libertins, et nos parents, enfin je pense, je ne sais pas si, en tout cas, ont eu peur de ce libertinage, et ont eu peur pour nous et pour notre avenir, et auraient préféré qu'on fasse par exemple la neurologie ou des spécialités plus rangées.
Mais je pense que c'est un combat qu'on mène. Cardiologie. Voilà. Ça mène au quotidien et que je pense que ça nous a servi. Et personnellement, je pense que nous sommes toutes les trois convaincus et qu'il n'y a pas plus beau que la psychiatrie. Et est-ce qu'il y a plus de jeunes qui choisissent la psychiatrie? Oui, maintenant, mais pas pour les mêmes. Moi, non, mais je vous demande une observation. Oui, beaucoup. Donc ça fait moins peur en fait. Non, parce que. Ça ramène beaucoup d'argent. Voilà. Mais si on s'installe dans le privé, pas voilà. Maintenant, c'est la chirurgie qui est choisie en dernier. Voilà. Parce que ça s'est féminisé. La médecine s'est féminisée, donc c'est la chirurgie maintenant qui souffre de ne pas avoir assez de candidats. Mais la psychiatrie. Non, en plus, il faut être bien classé maintenant pour faire de la psychiatrie. Ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Mais le problème, c'est que nous formons des psychiatres pour la France et pour l'Allemagne. Donc, je pense qu'ils devraient nous payer, la France et l'Allemagne. Parce que vraiment, cette année, par exemple, on a eu 27 qui ont eu la spécialité, qui ont terminé leur cursus. Il y en a 10 qui sont partis en France. Donc, en général, il y en a plus qui partent. On a plus. Sur 27, 10 c'est pas mal. Mais ils vont partir les autres dans les prochains mois. C'est déprimant de les voir partir comme ça. On ne fait que remplacer à peine des personnes qui partent à la retraite. Même pas. Et encore. Bon, j'ai entendu parler d'une compétence en santé mentale à l'hôpital de Reims, j'ai entendu parler de ça. Comment former aussi des généralistes dans les dispensaires, leur faire un petit cursus pour détecter, traiter, suivre. Oui, le cursus mais en plus en nombre de l'ASMAC, je parle de la psychiatrie. Si on j'ai entendu parler de ça. Une ouverture quand même, parce que nous on n'est pas au courant les généralistes. En tout cas, je forme, on a plein de CEC. CEC, mais c'est pas reconnu par le Conseil de l'ordre. Ça, c'est parce que le Conseil de l'ordre n'a pas fait. C'est le ministère de la Santé publique qui n'a pas fait une mise à jour depuis 2004. Et cette mise à jour est sur le bureau de tous les ministres qui sont passés depuis 2014 pour mettre à jour toutes les compétences. S'ils mettent à jour les compétences, vous auriez votre possibilité de voir les malades psychiatriques. Mais pour le suivi, c'est-à-dire on ne va pas traiter, on fait le suivi. Il y a des CFC, il y a plein de CFC, les formes aiguës pour les envoyer. Ça nous facilite parce que tu peux leur parler. On a fait des jours. Moi, j'ai participé, on a fait des formations de santé mentale ces dernières années. L'idée, c'était de les généraliser beaucoup plus, mais bon, il y a eu le programme Sahaziz, il y a eu MHCAP, il y a d'autres programmes, mais ça c'est pour ceux qui sont déjà en exercice. Mais le plus important, c'est que les résidents en médecine de famille, ils font 4 mois ou 6 mois 6 mois maintenant. 6 mois de psychiatrie dans un service de psychiatrie, ce qui est quand même très très important parce que on continue bien sûr à former les médecins généralistes avec les EPU, les CEC, les formations en réseau organisées, mais le plus important c'est que le futur médecin de famille depuis la réforme font obligatoirement de la psychiatrie dans leur cursus, donc ils sont vraiment... Ça c'est les jeunes, et nous les vieux, les vieilles. Oui, qu'est-ce que je vais faire? Vous pouvez, il y a les deux. Il y a les deux. On fait les c'est-à-dire le CEC. Pour les DE, on a beaucoup de personnes d'un certain âge, disons. Oui, d'un certain âge. Parce que moi je me suis rendu compte après bon ça fait 25 ans que j'exerce, bon je suis gériatre, mais comme a dit le professeur Rachel, c'est le psychisme. Auprès des personnes âgées, il y a beaucoup de... La gériatrie. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je m'intéresse à la psychiatrie, la psychogérontologie. Et puis les externes passent plus de temps. Oui. 5 semaines. Enfin, à chaque fois, on essaie de grignoter, de rajouter des cours, de rajouter des heures, de rajouter des heures de journée de stage. Donc, voilà. Juste pour finir, s'il vous plaît. J'aimerais bien, c'est juste une petite remarque. En faisant ma thèse, j'ai eu la chance d'entretenir avec une vingtaine de femmes qui travaillent dans le secteur de la santé. J'ai remarqué que dans la majorité de leurs témoignages et tout, elles ont vécu des violences dans le lieu de travail. J'aimerais bien vous sensibiliser vers une recherche ou une enquête scientifique sur les conditions des femmes dans le secteur de santé qui travaillent, quels que soient des médecins, des infirmières. Il y a eu en médecine du travail, il y a eu des travaux sur justement la violence en milieu professionnel. Je sais que il y a une thèse de médecine. A dirigé une thèse et d'ailleurs on a présenté une communication il n'y a pas longtemps sur les violences en milieu professionnel
Et on avait trouvé qu'en 2009, il y a eu 277 cas de violence en milieu professionnel sur toute la Tunisie. Et en 2021, c'était de l'ordre de plus que 2000. Déclaré, violence. J'ai les chiffres, si vous voulez, en milieu professionnel. Donc, l'anarchie qui se produit au niveau politique entraîne une anarchie au niveau des structures de soins. La majorité. Excusez-moi, ou alors les gens ont une liberté de parole plus grande et disent les choses. Et il y a plus de violence. Mais la violence a augmenté quand même. Moi, je suis un peu plus prudente, effectivement, par rapport aux chiffres. On a besoin, par exemple, par rapport à la violence faite aux femmes, très fréquemment, on annonce qu'il y a eu une augmentation. Et très probablement, c'est le cas. Mais aussi, on doit tenir compte du fait que les femmes signalent la parole, c'est libérée. La parole, c'est les violences. On reconnaît beaucoup plus la violence, on reconnaît que cet acte-là est inacceptable et on reconnaît à qui on doit. Bon, il y a Facebook aussi, qui rend l'information, sensibilisation des victimes. Oui, mais est-ce qu'il y a eu des plaintes? C'est-à-dire, là, vous avez fait une enquête, est-ce qu'il y a eu des plaintes sur le plan juridique, des poursuites? En fait, mon enquête, c'était pas forcément sur les violences, mais c'est ce qui est ressorti en fait au moment de l'entretien. Et ce qui était alarmant, c'est que ces victimes, elles ont fait recours à la psychiatrie pour échapper à leur agresseur parce qu'il a un pouvoir à l'hôpital et elle n'a pas pu, même en changeant le service, elle se trouve avec un autre agresseur. La même problématique. La thèse portait sur quoi? Peut-être que c'est. Vous pouvez dire ma thèse, oui. Ma thèse, c'était plutôt sur la place des femmes au sein de l'UGTT, donc le plafond de verre dans le milieu syndical, mais en faisant des enquêtes avec des femmes militantes syndicalistes, donc de différents secteurs, j'ai eu. Vous avez vu ça? Oui, oui. Donc, la violence existe partout, dans la famille, dans le milieu du travail, dans la rue. Donc, moi je pense que c'est un milieu qui est aussi pourvoyeur de violence que les autres milieux. Mais parfois la violence n'est pas toujours déclarée. Mais pour l'accréditation de la faculté de médecine, il y avait une clause particulière, il fallait qu'il y ait une cellule d'écoute des violences faites aux femmes. Ça m'a fait plaisir. Quand j'ai entendu un groupe avec un qui est venu pour l'accréditation de la femme, ils ont exigé, justement, ils ont parlé du fait que c'est quelque chose de nécessaire. À la fac, on a une cellule d'écoute, mais tout problème confondu pour les étudiants. Mais là, ils voulaient que ce soit quelque chose de spécifique. Merci beaucoup pour vos questions, merci pour vos interventions. Et puis, je vous invite toutes les fois à revenir à l'IRC le 17 juin et tout le public pour discuter encore avec des juristes, avec Ahmed Belhaj, Kafoum Mzir. Avec Mounir Benjamin. C'est la TFD, ça. C'est la TFD, Mounir Benjamin. Et puis, autour de ces questions des violences faites aux femmes, autour peut-être aussi de voir avec le challenge avec les juristes ou autres corps de métier par rapport à tout ce qui est droit des femmes, etc. Et à la question éthique. J'aurais aimé poser plus de questions à la question éthique et le rôle des médecins psychiatres dans ce volet en particulier, mais on aura l'occasion d'en discuter plus, peut-être à la présence des juristes. Merci des étudiantes en droit. D'ailleurs, ils ont fait une manifestation dernièrement pour porter plainte d'harcèlement. Il y avait un prof ou un assistant. Et elles ont fait tout un spectacle dans la cour, en train de danser, de déclarer cette violence, cet harcèlement. Il a été renvoyé par la suite, par un conseil de discipline, il a été renvoyé. Je peux vous ramener l'étudiante qui a fait cette action. Si ça vous intéresse, bien sûr. Oui. En tout cas, merci pour parler.